octobre 1942. Adossée au fleuve, la ville de la Volga résiste encore. Les soldats allemands écoutent le Führer à la radio. Nous avons pris Stalingrad. Il ne reste plus que quelques points de résistance. Nous les prendrons les uns après les autres. C'est une question de temps. Pour Hitler, Stalingrad est devenu le symbole de la victoire sur la Russie. Après 2 ans de guerre à l'Est, le front piétine. Au nord, les Allemands encerclent toujours Leningrad. Après 700 jours de siège, les Soviétiques ne faiblissent pas. Au centre, l'objectif, Moscou, est toujours un mirage pour les Allemands. Au sud, la progression vers le pétrole de Bakou s'arrête dans les monts du Caucase. À Stalingrad, des Russes tiennent encore. Contrairement à ce qu'affirme Hitler, les bateaux soviétiques traversent toujours la Volga pour amener des renforts. Chaque jour, des milliers de jeunes hommes, parfois sans armes ni formation militaire, sont déversés sur les berges. Ceux qui reculent devant les obus allemands sont impitoyablement abattus par les commissaires politiques. Un officier, le colonel Loudnikov, dit « Nous nous battons pour chaque mètre de terre. Mais notre maître est différent. C'est le maître de Stalingrad. Chaque centimètre compte. Nous mordons la terre. Nous ne reculons pas. » Les Allemands cherchent à les débusquer au lance-flammes. C'est l'enfer de Stalingrad. Les sacrifiés et tous les soldats russes du front écoutent, le 7 novembre, anniversaire de la Révolution, leur chef suprême, Staline, prononcer ces paroles inattendues. Demain, on dansera dans nos rues. Parce que le général Zhukov, l'homme qui a déjà sauvé Moscou, a un plan. Tenir ces îlots de résistance jusqu'au bout pour fixer dans Stalingrad l'armée allemande du général Paulus. Sur l'autre rive de la Volga, Zhukov rassemble toute une armée dans le plus grand secret. Tous doivent prêter serment à Staline. Товарищ Сталин! Товарищ Сталин! Клятвенно обещаем! Клятвенно обещаем! Что не пощадим! Что не пощадим! Своих сил! Своих сил! Крови! Крови! И самой жизни! Самой жизни! L'Union soviétique tout entière travaille, malgré les destructions et la perte du quart de son territoire, à donner à cette nouvelle armée un énorme matériel. Les usines, déplacées et remontées aux portes de l'Asie, tournent maintenant jour et nuit. Là aussi, le sacrifice humain est terrible. Dans cet hiver de 1942, dans leurs ateliers sans chauffage et parfois même sans toit, les femmes ont froid. Elles ont faim, elles meurent d'épuisement, mais la production industrielle soviétique est décuplée.
l'aide américaine à la Russie est devenue massive. Dans l'Atlantique Nord, les Alliés réussissent à réduire la menace des sous-marins allemands en formant des convois protégés vers les ports soviétiques, comme Mourmansk. Fini l'anticommunisme. Pour les Américains, Joseph Staline est devenu l'oncle Joe. Et pour les Anglais, ce bon vieux Joe. Les Russes reçoivent d'énormes quantités de jeeps, de chars, d'avions, de camions et de boîtes de corned beef. En ouvrant ce bœuf compressé, les soldats russes plaisantent. On ouvre le second front. Tous attendent, comme Staline, que les Alliés fassent plus pour soulager leur misère. Pourquoi ne créent-ils pas un second front? Pourquoi ne débarquent-ils pas à l'ouest? Mais les Allemands menacent les Anglais en Égypte. Rommel, qu'Hitler vient de faire maréchal pour ses victoires dans le désert. Son armée blindée, l'Afrika Korps, avance dangereusement vers le canal de Suez. Ils ont atteint El Alamein. L'Empire britannique est menacé. Le Premier ministre, Winston Churchill, vient encourager son armée du désert. Le moment est grave, mais il ne perd pas son humour. Il dit: le secret de la santé, c'est boire, fumer et surtout, pas faire de sport. Et pourtant, il se remet à peine de son premier infarctus. Il retrouve le général Montgomery, tout juste nommé. Ce n'était pas le premier choix de Churchill, et il inquiète tous ses soldats du désert. Les Anglais, les Australiens, les Néo-Zélandais, les Sud-Africains ou les Français libres. Parce que Montgomery, fils de pasteur, leur impose dès son arrivée une nouvelle discipline et une règle de vie rigide. L'un de ses officiers, le capitaine Belchem, se rappelle. Ce qui nous a frappé, c'est qu'il était petit et maigre. Il n'était pas bronzé comme nous autres. Il nous a dit quelques mots de circonstance. Nous allons nous battre à El Alamein et nous en sortirons, vivants ou morts. Et il a affiché dans sa tente un portrait de Rommel. Montgomery est le contraire de Rommel. Il est prudent. Il attend d'avoir la supériorité en hommes et en matériel, comme les nouveaux chars américains Sherman, puissants et rapides. Encore faut-il leur ouvrir des passages dans les champs de mines. Le capitaine Belchem raconte: il n'y a rien de plus horrible. Tout le monde a posé des mines. Des millions. Les plus diaboliques, c'étaient les mines allemandes, à double détente. Le pauvre gars qui mettait le pied dessus, il sentait le clic. Mais rien ne se passait. Quand il enlevait son pied, il sautait. Montgomery déclenche son offensive dans le style de la Première Guerre mondiale. Avec une préparation d'artillerie, puis une attaque massive de chars qui se révèle très coûteuse, à cause des canons de 88 allemands. Les soldats de Rommel contre-attaquent sans arrêt. La bataille tourne à la charge à la baïonnette, comme dans la Somme en 1916, avec de lourdes pertes des deux côtés. À ce jeu mortel, c'est celui qui a le plus d'hommes qui gagne. Rommel écrit: nous sommes tout simplement écrasés par le poids de l'ennemi. Il reçoit ce message d'Hitler: votre seule pensée doit être de tenir, de ne pas reculer d'un mètre. Rommel écrit dans ses carnets secrets: pourtant je cherche un moyen de tirer de là nos troupes. Nous allons vers les jours les plus difficiles qu'un homme puisse traverser. Et il ajoute: les morts sont heureux. Pour eux, tout est fini.
Rommel bat en retraite. Il sauve ses hommes en volant l'essence de ses alliés italiens, qui se retrouvent prisonniers alors qu'ils se sont battus avec courage. À Londres, Churchill annonce à son peuple la première vraie bonne nouvelle de la guerre. Ah, this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is perhaps the end of the beginning. C'est la fin du commencement. Le mot de Churchill fait le tour du monde. Le vieux lion britannique a tenu tête à Hitler. Hitler, dans son quartier général, la Tanière du Loup, est dédaigneux. Il dit « Ce n'est qu'un revers. La guerre continue. » En effet, les Alliés ouvrent un nouveau front en Afrique du Nord. Un premier pas vers le contrôle de la Méditerranée. Comme en 1917, les soldats américains traversent l'Atlantique. Antoine de Saint-Exupéry, en exil à New York, reviendra d'Amérique à bord de l'un de ses transports de troupes. L'auteur du Petit Prince écrit « Amis d'Amérique, je voudrais vous rendre pleinement justice. 50 000 de vos soldats partaient en guerre pour sauver, non les États-Unis, mais l'homme lui-même, le respect de l'homme, la liberté de l'homme, la grandeur de l'homme. Les Américains et les Anglais sont accueillis à coups de canon par les Français devant Casablanca et Oran. Ils ripostent. L'Afrique du Nord est toujours aux mains du régime de Vichy, collaborateur des Allemands. Les combats sont violents et les dégâts importants chez les vichistes. Le chef de la France libre, le général de Gaulle, parle à la radio de Londres. Chefs, soldats, marins, aviateurs, fonctionnaires, colons français d'Afrique du Nord, levez-vous, aidez nos alliés, joignez-vous à eux sans réserve. Après 2 jours de ces combats contre les libérateurs, le calme revient. Les Alliés consolident leur débarquement. À Alger, le commandant en chef américain, le général Eisenhower, pragmatique, négocie avec le chef des vichistes, l'amiral Darlan. Darlan, l'un des pires collaborateurs, il a serré la main d'Hitler. Il change de camp et avec lui les forces françaises d'Algérie et du Maroc passent du côté allié. Quelques semaines après, Darlan sera assassiné par un résistant. Les Français d'Afrique du Nord, soulagés, accueillent les Américains chaleureusement. Les zouaves de l'armée d'Afrique, eux aussi, sont soulagés. Ils n'ont jamais eu envie de tirer sur les Américains. Et ils vont bientôt rentrer dans la guerre à leur côté, comme à peu près tous les autres pieds noirs. Avec eux, ceux que l'on appelle alors les indigènes, qui formeront des unités de tirailleurs marocains et algériens. Et tous vont partir pour un nouveau front. Parce qu'Hitler a pris de vitesse les Alliés en occupant la Tunisie, toujours contrôlée par Vichy, qui laisse les Allemands s'installer. Rommel, lui, recule vers la Tunisie. 2 jours plus tard, pour sécuriser la côte méditerranéenne, Hitler envahit le sud de la France, jusqu'ici non occupé, la zone libre. L'ordre d'Hitler est de capturer le port de Toulon où la flotte française est concentrée. Les amiraux vichistes
choisissent alors le sabordage, couler eux-mêmes leurs navires, pour ne pas les laisser tomber aux mains des Allemands, ni des Alliés. Triste conséquence de la politique de Pétain. Mais pas une bonne nouvelle pour Hitler. L'arrivée des Allemands sème aussitôt la terreur dans l'ex-zone libre où beaucoup de Juifs avaient trouvé un refuge relatif. Dans cette atmosphère sinistre de rafles et de dénonciations qui s'intensifie dans toute l'Europe, des enfants sont sauvés par de courageuses familles. Comme celle de Karl de Brouwer. Ce banquier belge filme ses 4 enfants. Avec sa femme Denise, il cache 2 enfants juifs. Monique Mogulski, 12 ans, fille d'un ingénieur, qui lui aussi se cache quelque part. Et Adrien Sapkarou, 6 ans. Sa mère a été arrêtée et déportée dans un camp de travail à l'Est. Elle ne reviendra jamais d'Auschwitz. Ils sont nombreux maintenant à se douter que les mots utilisés par les occupants, comme camp de travail, signifient la mort. Karl et Denise de Brouwer, héros du quotidien, recevront un jour le titre de « Juste parmi les nations », comme 19 483 hommes et femmes de toute l'Europe occupée. À 2000 km de là, autour de Stalingrad, les Allemands profitent d'un repos à l'arrière, en attendant de retourner se battre contre les derniers points de résistance russes. Les flancs de l'armée allemande sont tenus par des unités des pays satellites du Reich, des Roumains, des Hongrois et des Italiens, qui n'imaginent pas le danger qui les menace. À quelques kilomètres de là, les soldats soviétiques se préparent à l'assaut. Leur haine est implacable. Ils sont plus d'1 million. Ils doivent se ruer sur les unités ennemies les plus faibles pour encercler l'armée allemande qui occupe Stalingrad. À 5 heures du matin, 3000 canons et orgues de Staline écrasent les lignes ennemies. Le soldat italien Eugenio Corti témoigne. Les roquettes tombaient avec la rapidité de la grêle. La terre était secouée comme par un séisme. L'immense armée de Zhukov passe à l'offensive. Les Hongrois n'avaient pas assez de munitions. Les Roumains n'avaient pas d'armes anti-chars. Les Italiens ont laissé leur vie. Les 2 armées russes, du nord et du sud, font leur jonction, magnifiée par le talent des cinéastes soviétiques. Les Allemands voient les chars russes refermer le cercle autour d'eux. La 6e armée du général Paulus est prise au piège de Stalingrad. Hitler est dans son chalet du Berghof, à Berchtesgaden,
son repère des Alpes bavaroises. C'est là qu'il apprend la nouvelle de l'offensive soviétique. Sa première réaction est de dire à son entourage « Il faut cacher cette nouvelle au peuple allemand ». Il part vite pour son quartier général de Prusse orientale en précisant « Si la 6e armée se retire de Stalingrad, la Wehrmacht n'y retournera jamais ». Paulus pourrait encore briser l'encerclement, mais il lui faudrait désobéir. Car en arrivant à la tanière du loup, Hitler lui a envoyé ce message. « Restez sur place. Une armée va venir vous délivrer. » Mais aucune armée ne parviendra jusqu'à eux. Et les avions de la Luftwaffe seront incapables de les ravitailler suffisamment, malgré les promesses de leur chef, Göring. À Noël, la ration est réduite à 50 grammes de pain et 12 grammes de graisse. Le soldat infirmier Paul Gerhard Müller, 30 ans, écrit « Ma très chère Magdalena, cette lettre est une tentative, probablement la dernière d'entrer en contact avec le monde extérieur. Mon amour, je ne veux pas te faire de peine inutilement, mais tu dois savoir ce qu'il en est ici. Tous ces blessés, la misère de la situation actuelle dépasse de loin ce que nous avons vécu. Je te remercie encore une fois pour toute ta fidélité et ton amour. Je t'ai trop souvent causé du chagrin. Cela m'attriste profondément. Pardonne-moi. » Le lieutenant von Lebecke dit « Dans nos radios, on entendait un Russe nous répéter en allemand. Toutes les 7 secondes, un soldat allemand meurt en Russie. Stalingrad, Massengrab. Stalingrad, fosse commune. » Mussolini, qui vient de perdre une armée à Stalingrad, cherche une issue à la guerre. Il dit à Hitler « J'ai la conviction que la Russie ne pourra jamais être détruite. Un territoire aussi vaste ne peut être conquis. » Il l'entraîne à l'écart et ajoute « Le chapitre russe peut être clos. Il faudrait faire la paix avec Staline. » Que va faire Hitler? Négocier serait l'aveu d'un énorme échec, celui de toute la campagne de Russie. Pourtant, des pourparlers s'engagent secrètement par l'entremise du Vatican et de la Suède. Mais les événements ne vont pas laisser le choix à Hitler. À Casablanca, au Maroc, le président des États-Unis, Roosevelt, vient assister à sa première grande conférence outre-Atlantique. Avec Churchill, il veut régler d'abord la délicate question du pouvoir politique dans l'Afrique du Nord libérée. Roosevelt veut barrer la route à De Gaulle, qui revendique la légitimité d'incarner la résistance française depuis 1940. Il dit « Le général De Gaulle est un soldat, patriote, dévoué à son pays. Mais c'est un politique et un sectaire. Et il y a chez lui, je crois, tous les attributs d'un dictateur. » Roosevelt préfère convoquer à Casablanca l'un des grands chefs français, le général Giraud, fait prisonnier en 1940, qui vient de s'évader d'Allemagne et qui a rejoint l'Afrique du Nord. Il a belle allure et il ne se mêle pas de politique. Churchill continue de soutenir De Gaulle, qu'il fait venir aussi pour le réconcilier avec son rival, ce qui n'est pas facile. Roosevelt et Churchill s'entendent sur une future association des deux concurrents au sauvetage de la France. On voit bien que Roosevelt est plus chaleureux avec Giraud qu'avec De Gaulle. Mais c'est à la conférence de presse de clôture que Roosevelt et Churchill font une déclaration de la plus haute importance. Ils énoncent, avec force, ce qui sera désormais le dogme des Alliés, la reddition sans condition,
de l'Allemagne, du Japon et de l'Italie. Il n'y aura plus de négociations. Les Alliés se battront jusqu'au bout contre l'Axe, au prix de tant de morts. Nombreux sont ceux qui pensent que cette position radicale, destinée à rassurer les Russes, va souder les Allemands autour de leur fureur. Staline ne peut qu'applaudir. Sa crainte, c'était qu'Hitler n'obtienne une paix séparée des Alliés pour concentrer ses forces contre lui. Il lance son offensive pour achever la bête tapie dans les ruines de Stalingrad. Le capitaine soviétique, Joseph Prautov, écrit à sa femme. « Je me sens mieux maintenant. Nous avons pris le dessus sur ces serpents. Nous en capturons un grand nombre. Ils commencent à payer pour le sang qu'ils ont versé, pour les larmes de notre peuple. Je vais bientôt revenir. Je t'envoie 500 roubles. Joseph. » Les Russes atteignent le centre-ville. Face au drapeau rouge, le magasin Univermag, où se terre le chef de la 6e armée, le général Friedrich Paulus. Ces hommes se rendent. Paulus aussi. La veille, Hitler l'a nommé maréchal, en pensant que son honneur l'obligerait à se suicider. Mais Paulus, écœuré par l'absurdité des ordres d'Hitler, brisé nerveusement, épuisé par la dysenterie, se laisse capturer. Pour les Russes, le maréchal Paulus est une prise exceptionnelle. C'est lui qui avait conçu le plan d'invasion de l'Union soviétique, l'opération Barbarossa. Les soviétiques n'arrivent pas à y croire et lui demandent son livret militaire pour être sûr de son identité. Paulus va collaborer avec les Russes et faire condamner ses anciens chefs, comme Keitel, au procès de Nuremberg. Il choisira de vivre en Allemagne de l'Est. Il a agi surtout par rejet de la folie hitlérienne, comme beaucoup de ses hommes. Au diable Hitler, ose marmonner les prisonniers allemands avec les quelques mots de russe qu'ils connaissent. Nous voulons rentrer chez nous. On peut imaginer l'émotion de tous les peuples occupés. Après la défaite de Stalingrad, l'espoir renaît. Bien entendu, les actualités allemandes ne montrent aucune de ces images. Et Hitler dit: il ne faut pas employer le mot capitulation. Il faut expliquer que nos hommes n'ont pas eu de ravitaillement, c'est pourquoi ils ont été battus. Il faut employer le mot sacrifice. Les nazis veulent tirer de ce désastre national le moyen de galvaniser le peuple allemand. Et c'est le ministre de la propagande, Goebbels, qui se charge de cette mobilisation générale, de toutes les énergies et de toutes les ressources. Überhaupt erst vorstellen können. Und steh auf und Sturm bricht los.
l'assistance, extasié, Albert Speer. C'est lui qui va donner à Hitler les moyens de la guerre totale. Hitler dit de lui qu'il est son seul ami. Il a fait de cet architecte de 38 ans qui a construit ses palais de mégalomane son ministre de l'armement. Speer donne un nouvel élan à l'industrie de guerre allemande parce qu'il est un remarquable organisateur, mais surtout un nazi implacable. Il fait rafler 4 millions de civils soviétiques et les fait travailler jusqu'à l'épuisement et la mort. Après la Russie et la Pologne, c'est la France occupée qui fournit le plus gros contingent de travailleurs aux nazis. Le régime de Vichy institue le STO, le service du travail obligatoire, et recrute 600 000 ouvriers pour l'Allemagne. Les réfractaires au STO s'enfuient dans les forêts pour renforcer les maquis. Ces groupes de résistants, dont l'hymne est le chant des partisans de Maurice Druon, Joseph Kessel et Anna Marly, chanté par Germaine Sablon. Amis, entends-tu le cri noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans à vos armes. Les armées de l'ombre se constituent dans tous les pays occupés. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oui, les tueurs à la balle et au couteau, très vite. Oui, les saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. Si nous battus, nous marchons et nous tuons, nous crèvent. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Derrière les murs du ghetto de Varsovie, les Allemands font face à la révolte des Juifs. Avant la guerre, le ghetto de Varsovie était un quartier animé et libre, filmé ici en couleur par un touriste américain. Des Juifs sortis des romans yiddish de Sholem Aleichem, qui écrivait « Que tous se rappellent de nous en souriant ». Ces mêmes êtres humains, en 1940. Les nazis ont fait du ghetto une prison surpeuplée, où cette femme hurle sa douleur en portant son enfant mort. Le ghetto, en 1941. Le ghetto, en 1942. Le ghetto, en 1943. Les nazis ont organisé la famine pour tuer, affaiblir et empêcher toute révolte. Mais les Juifs ont réussi à se procurer des armes et ils sont morts en combattant. Les survivants sont déportés et assassinés au camp d'extermination de Treblinka. Le ghetto est totalement rasé. Au même moment, les Alliés remportent une nouvelle victoire. Ils entrent dans Tunis.
Derrière ces grilles, les Allemands, pendant leur courte occupation, avaient aussi entrepris de persécuter les Juifs de Tunisie. Les Alliés leur font aussitôt enlever leurs étoiles jaunes. Les Italiens prisonniers ont droit à un bras d'honneur général. Rommel, encore en Tunisie, est filmé par un de ses officiers avant d'embarquer dans l'un des derniers avions pour l'Allemagne. Il écrit « J'ai reçu la consigne de prendre une permission de convalescence pour me remettre sur pied. Mes efforts pour sauver mes hommes et les ramener sur le continent ont été inutiles. Du quartier général du Führer, l'ordre a été donné de me rappeler, en secret, seul, en Allemagne. Ce qu'ils veulent, c'est garder ma réputation militaire en réserve. » Son armée, l'Afrika Korps, est entièrement prisonnière et marche maintenant en longue file vers les baleines de la flotte américaine qui vont l'engloutir et l'amener de l'autre côté de l'Atlantique. Pendant la guerre, 380 000 prisonniers allemands seront transportés au Canada et aux États-Unis, d'où ils ne pourront pas s'évader. C'est une étrange odyssée que celle de ces prisonniers. Elle commence sur les navires de transport, où la plupart de ces hommes ont l'impression de vivre un rêve. Pour eux, la guerre est finie, et ils sont sains et saufs. Mais pour ces simples soldats allemands, le rêve tourne vite au cauchemar, car les nazis règnent toujours en maître. En débarquant au Canada, ceux-là font toujours leur salut arrogant, même quand ils n'ont plus qu'un bras. Ceux qui vont dans les camps de Virginie ou du Texas remplacent, dans les plantations de coton ou de tabac, les ouvriers agricoles noirs mobilisés dans l'armée américaine. Dans les baraquements, la loi nazie fait régner la terreur. Chacun doit prouver qu'il n'a pas été capturé par lâcheté. Sinon, un tribunal clandestin le condamnera. Les exécutions ont lieu la nuit, derrière les barbelés. Et ce message doit être transmis aux soldats allemands qui se battent et souffrent sur tous les fronts. Ils doivent savoir qu'ils n'ont rien à espérer en se livrant aux Alliés. Sur le front de l'Est, depuis la chute de Stalingrad, la Wehrmacht n'est plus la même. Les soldats colportent des histoires sur le Führer. Il paraît qu'il a perdu la raison. Il est gardé en secret à Berchtesgaden. C'est un sosie que l'on voit. Mais non, c'est bien Hitler, à Berchtesgaden, filmé par Eva Braun, sa maîtresse. Il a changé depuis les défaites de Stalingrad et d'El Alamein. Sa célèbre moustache a blanchi. L'un de ses généraux, von Senger, est frappé par son aspect. Il dit « Sa peau était flasque, son regard si bleu, qui avait magnétisé les foules, était rougi par l'insomnie. » C'est que son médecin, l'étrange docteur Morel, lui a fabriqué un collier à la cocaïne. Morel, filmé ici le 20 avril 1943, avec les secrétaires et les intimes qui viennent souhaiter un bon anniversaire au Führer, qui n'a que 54 ans. Morel réussit à le rendre présentable pour les cérémonies. Mais Hitler fait attention de bien retenir son bras gauche, qui a tendance à trembler, parce qu'il est déjà atteint de la maladie de Parkinson.
le chef des SS, Himmler, l'homme de main aux petits yeux cruels, prend une nouvelle importance. La SS, issue des jeunesses hitlériennes, était au début du nazisme la Schutzstaffel, la section de protection des chefs. Elle fournit ensuite les gardiens des camps de concentration. La SS s'est dotée maintenant d'une véritable armée, la Waffen-SS. Des troupes d'élite qui doivent, sous les ordres d'Himmler, supplanter un jour la Wehrmacht, qui n'est plus considérée comme parfaitement fidèle. Himmler recrute de plus en plus dans les pays occupés des fanatiques, comme ces SS bosniaques, que vient inspecter le grand mufti de Jérusalem. Pour lui, les Juifs sont les ennemis communs de l'islam et de l'Allemagne nazie. Hitler lui a dit « L'heure de la libération du peuple arabe a sonné ». Dans la partie de la Russie occupée, les SS n'ont pas de mal à recruter aussi 2 divisions de Cosaques, déjà tristement célèbres du temps du tsarisme, pour leur pogrom antisémite sanglant. Ils vont former le redoutable 15e SS Cavalry Corps. De son côté, la Wehrmacht enrôlera 1 million de prisonniers soviétiques qui n'ont pas d'autre choix que de mourir de faim ou de combattre aux côtés des Allemands. Certains sont aussi anti-staliniens, comme l'ex-général soviétique Andrei Vlasov, héros de la bataille de Leningrad, fait prisonnier, puis transfuge de l'armée rouge. Il commandera une armée de libération de la Russie, sous uniforme allemand. Cette véritable légion étrangère est équipée en priorité des meilleurs matériels, comme le superchar Tigre, produit du génial ingénieur Ferdinand Porsche. Avec son canon de 88, le meilleur de la guerre, un Tigre vaut 10 chars alliés. À la tanière du Loup, Hitler reprend espoir. Il a maintenant les moyens de replonger dans son obsession, casser l'armée rouge. Il veut attaquer, à Koursk. Les Russes se sont imprudemment enfoncés dans le dispositif allemand. L'occasion est rêvée de les encercler et de les détruire. C'est l'opération Citadelle. Le plus grand affrontement de blindés, la première bataille industrielle de l'histoire, 2700 chars allemands, prêts à affronter 3600 chars soviétiques. Mais la supériorité technique du Tigre est écrasante. Hitler est sûr de son coup. Il a placé, à la tête de 600 000 soldats, celui qui lui avait permis de gagner la bataille de France, le maréchal von Manstein. L'offensive des Tigres parvient à percer les lignes soviétiques, mais se heurte à une violente défense anti-chars russe et à d'énormes concentrations de blindés. Les soldats de la Wehrmacht sont repoussés. Ils ont l'impression que l'ennemi sait exactement où ils vont attaquer, et chaque fois, les chars russes T-34 sont là, en embuscade. Parce que la machine allemande a crypté les messages, appelée Enigma, a été capturée et décodée par les Britanniques. Ils peuvent désormais lire en clair tous les ordres les plus secrets. Churchill interdit de communiquer ces informations aux Russes pour ne pas éveiller les soupçons des Allemands. Mais les puissants services secrets soviétiques, en Grande-Bretagne, ont réussi à transmettre les décodages des plans d'opération à Moscou. Cette guerre est aussi celle de l'espionnage.
À Koursk, le résultat est terrible pour les Allemands, qui ont déjà perdu 50 000 hommes dans cette bataille. Manstein veut des renforts pour continuer son offensive. Il attend Hitler. Il lui dit aussitôt: nous avons eu des pertes, mais les Russes, bien plus que nous. Hitler se montre très hésitant. Il bafouille des lieux communs. Manstein écrira: il me fait l'effet d'être faible. Cette impression se confirme quand Manstein montre à Hitler le tableau des pertes de Koursk. La guerre a déjà coûté à l'Allemagne 2 millions de soldats tués, blessés ou disparus. Et ce ne sont pas les Waffen-SS qui vont combler les vides. On est loin des victoires de la Blitzkrieg, la guerre éclair, de la bataille de France. Koursk est le vrai tournant de la guerre, parce que Hitler passe sur la défensive. Paranoïaque, il a exigé la présence de sténographes, qu'il note pour l'histoire tout ce qui se dit dans ce moment crucial. Pour Manstein, rien n'est encore perdu, mais pas pour Hitler. Manstein le supplie de reprendre l'offensive. Hitler refuse. La bataille de Koursk est terminée. Pour lui, l'urgence, c'est d'envoyer les renforts en Sicile, où les Alliés viennent de débarquer. L'étau se resserre. Les événements se précipitent. Hitler ne peut que retarder l'avance des Alliés. Mais il ne peut empêcher la chute de Mussolini, qui entraîne la capitulation et le changement de camp de l'Italie. Le nouveau gouvernement italien emprisonne Mussolini dans la montagne. Hitler envoie un commando de parachutistes pour le délivrer. Hitler veut rétablir l'autorité de Mussolini. Il le renvoie en Italie, recréer un État fasciste, avec l'aide de l'armée allemande. Hitler envahit l'Italie et n'hésite pas à faire tirer sur ses anciens alliés, qui tentent de résister. Il occupe Rome, où les Juifs sont aussitôt pourchassés. Pour Hitler, il faut avant tout empêcher d'autres débarquements alliés en Italie et surtout en France. C'est la forteresse Europe, dont le symbole est l'incroyable mur de l'Atlantique. Une succession de fortifications, de la Norvège à la frontière espagnole. Rommel est chargé de la défense de cette forteresse Europe. Il dit: nous devons absolument repousser les Anglais et les Américains sur les plages. Après, il sera trop tard. Le premier jour du débarquement sera décisif. Ce sera le jour le plus long. Pour Rommel et les nazis, le crépuscule des dieux commence. Et pourtant, ces images des actualités allemandes, de Rommel invité à un goûter chez la femme du ministre de la Propagande, Magda Goebbels, incarnent bien l'état d'esprit des nazis à ce moment de la guerre. L'idéologie nazie donne la foi en la victoire et l'emporte sur le doute. Magda Goebbels adore Hitler comme un dieu, alors qu'il enfonce l'Allemagne dans le crime et la mort. Magda Goebbels a donné à ses 6 enfants des prénoms qui commencent tous par H, comme Hitler. Helga, Hildegard, Helmut, Holdin, Hedwig et Heidrun. Elle les assassinera tous, les uns après les autres, au dernier jour du Reich.